Bonjour et bienvenue dans votre journal télévisé de 15 heures. Au sommaire de cette édition. Sous le haut patronage du chef de l'État, inauguration de l'hôpital Al-Shifa, un édifice à la croisée de la science et de la modernité. Nous parlerons ensuite environnement et développement durable avec le lancement officiel du projet Suragua, une initiative conjointe du ministère de l'Environnement et de la FAO destinée à bâtir un avenir plus vert et résilient. Et puis à Gaza, plus de 40 Palestiniens ont été inhumés après la restitution de leurs corps dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Restez avec nous pour le détail de ces informations. La journée de ce matin a été marquée d'une pierre blanche dans l'histoire sanitaire du pays. En inaugurant l'hôpital Al-Shifa, Djibouti a tourné une page et ouvert un nouveau chapitre, celui d'une médecine tournée vers l'avenir, ancrée dans la modernité et portée par une vision de souveraineté sanitaire. Dressé dans le paysage urbain de la capitale, tel un symbole de renouveau, Al-Shifa s'impose comme un manifeste architectural et technologique. Plus qu'un simple hôpital, il est le miroir d'une ambition nationale. Conjugué innovation médicale, intelligence technique et humanisme social, doté d'une capacité initiale de 150 lits extensibles à 220, le centre réunit plus de 20 spécialités médicales et chirurgicales, allant de la cardiologie à la neurochirurgie, de la pédiatrie à l'oncologie. Son plateau technique de dernière génération, ses blocs opératoires hybrides et son unité de soins critiques en font une infrastructure de référence dans toute la région. Mais la prouesse ne réside pas seulement dans la technologie médicale, le bâtiment lui-même vit. Grâce à un système intégré de Building Management System et de Building Management Intelligence, l'hôpital supervise en temps réel ces paramètres vitaux, climatisation, sécurité incendie, réseau électrique, eau et éclairage. Ce cœur numérique garantit efficacité énergétique, sécurité optimale et confort constant pour les patients comme pour le personnel soignant. Conçu selon les principes rigoureux de l'architecture bioclimatique, l'hôpital Al-Shifa recycle ses eaux techniques, purifie son air et s'adapte naturellement au climat djiboutien. Le résultat, une empreinte écologique réduite, une performance durable et une harmonie parfaite entre le bâtiment et son environnement. Fruit de la vision éclairée de la Caisse nationale de sécurité sociale, Al-Shifa se veut la vitrine d'une souveraineté sanitaire pleinement assumée. Il traduit la ferme volonté d'une politique qui a pour mission de bâtir un système de santé moderne, humain et résilient, un modèle inspirant pour toute la corne de l'Afrique. Et pour célébrer cette journée historique, l'hôpital Al-Shifa, resplendissant sous le soleil de Djibouti, s'était préparé à accueillir le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, venu inaugurer ce fleuron de la santé nationale. Accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, le chef de l'État est arrivé sur le site flambant neuf, où il a été reçu par une délégation de haut rang. À son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed El-État, le ministre du Travail et de la Réforme administrative Omar Abdi Saïd, le ministre de la Santé Ahmed Rableh Abdileh, le ministre de l'Enseignement supérieur Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que Mme Derra Ahmed Rableh, directrice générale de la CNSS, maître d'œuvre de ce projet d'envergure.
Dans une aura solennelle, traversée d'une émotion sincère, le chef de l'État a accompli le geste attendu, la coupure du ruban, symbole d'un espoir devenu réalité. Cette coupure symbolique du ruban inaugural a marqué ainsi la mise en service officielle de ce monument de santé publique, fruit d'une vision stratégique et d'une volonté politique affirmée. Ce geste simple mais lourd de sens illustrait l'engagement constant du chef de l'État en faveur d'un système de santé moderne, accessible et équitable. Sous les applaudissements nourris du public et dans la ferveur d'une foule reconnaissante, le ruban rouge s'est ouvert comme une métaphore d'espérance, libérant un souffle nouveau sur Djibouti, celui d'un pays qui soigne, protège et bâtit son avenir sur la santé de ses enfants, convaincu que le bien-être collectif est la plus belle expression de la souveraineté nationale. Et après la cérémonie protocolaire, le président de la République a entrepris une visite guidée des différents départements, des blocs opératoires ou laboratoires d'analyse, des salles de soins intensifs à l'amphithéâtre de formation. Chaque espace a révélé la vision globale du projet soigner, former et innover, image que nous aurons dans nos prochaines éditions. Et à l'issue de la visite inaugurale de l'hôpital Al-Shifa, eh bien, le centre de formation médicale a particulièrement retenu l'attention du chef de l'État. Lors de cette visite, doté d'un amphithéâtre ultra-moderne et d'un système de diffusion directe des interventions chirurgicales, il deviendra un haut lieu d'apprentissage pour les jeunes praticiens djiboutiens et africains. Dans la salle hybride, première du genre à Djibouti, le chef de l'État a pu observer le fonctionnement de ces technologies de pointe où plusieurs équipes médicales peuvent intervenir simultanément sur un même patient dans une parfaite synergie. Madame Derqa Ahmed Rableh, directrice générale de la Caisse de sécurité de la CNSS, a rappelé que l'ouverture d'Al-Shifa n'est pas seulement l'inauguration d'un bâtiment, mais l'accomplissement d'une promesse nationale. Monsieur Lambrouchini a ajouté: nous inaugurons un système, une vision et un futur, celui d'une médecine djiboutienne, ancrée dans l'excellence et la dignité humaine. L'hôpital Al-Shifa, symbole d'innovation et d'espérance, marque le début d'une nouvelle ère pour la santé à Djibouti. En conjuguant technologie, formation et humanité, il traduit la volonté du président de la République de faire de la santé un pilier de la souveraineté nationale. Ce 28 octobre 2025 restera dans les annales comme le jour où la République de Djibouti a transformé la promesse du soin en réalité concrète.
geddu dhicta teknoloji yagumayti gedho ellegeynu wayna daktar ashifayni sarrimane yagumayti gedho Ashifa daktar amah kanay unka arasayuntaw Ashifa daktar dahrisitnay Et à l'issue de la visite inaugurale de l'hôpital Al-Shifa, le président de la République s'est adressé à la presse. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail de longue haleine mené avec constance, rigueur et dévouement, a déclaré le chef de l'État. Le président a tenu à saluer la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Derra Ahmed Rableh, dont il a souligné le sens du devoir, la passion pour le service public et l'amour profond du pays. C'est grâce à cette énergie et à cette foi dans l'action que cette vision a pu se matérialiser ici, dans cet édifice moderne qui symbolise la vitalité de notre système de santé et la volonté de notre nation d'aller de l'avant. Le président de la République a également rappelé l'origine de cette initiative qui remonte à sa visite officielle au Japon en 2010, lors de laquelle fut évoquée pour la première fois l'idée d'un hôpital de référence alliant technologie, humanisme et accessibilité. 15 ans plus tard, malgré les défis rencontrés, nous avons tenu le cap. Et aujourd'hui, devant vous, je rends grâce au Tout-Puissant. Nos efforts ont porté leurs fruits, nos promesses sont devenues réalité. Et enfin, le chef de l'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre la modernisation des infrastructures de santé dans le cadre de la vision Djibouti 2035 afin d'assurer à chaque citoyen un accès équitable à des soins de qualité. Le chef de l'État a conclu que ce bâtiment n'est pas seulement un hôpital, il est le symbole d'une nation qui soigne, protège et croit en son avenir. Le Kempinski Palace Hotel a accueilli hier matin l'atelier national sur la Grande Muraille Verte et le lancement officiel du projet Suragua intitulé Scaling Up Resilience in Africa Great Green Wall. Eh bien, cet événement d'envergure nationale a été organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, avec le cofinancement de l'Union européenne et du Fonds vert pour le climat. Face à la dégradation accélérée des terres, à la sécheresse et aux effets du changement climatique, la République de Djibouti réaffirme son engagement dans la lutte contre la désertification et la restauration des écosystèmes dégradés. Le projet Suragua, inscrit dans la dynamique de la Grande Muraille Verte,
vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées à travers le continent et à renforcer la résilience des communautés rurales face aux aléas climatiques. Au cours de cet atelier, les représentants du gouvernement, des institutions partenaires et de la société civile ont échangé sur les stratégies nationales à mettre en œuvre pour adapter les populations rurales aux défis du changement climatique. En tant que voix autorisée, mais réellement nous avons une très grande satisfaction du retour des autorités, de l'attention que les autorités djiboutiennes portent en fait sur la muraille verte. C'est ça qui nous a encouragés et c'est ça qui nous amène à ces travaux. On a un rattrapage au niveau de Djibouti si on regarde l'ensemble de ce qui se passe dans la muraille verte. Un retard en fait pour pouvoir mettre Djibouti au même niveau que les autres pays. C'est un petit gap, mais je crois qu'avec le soutien et le dynamisme qu'on a des autorités djiboutiennes actuellement, ça nous permettra en fait d'aller rapidement et atteindre ce niveau. Écoutons à présent un extrait du discours du représentant de la FAO à Djibouti. Au nom de la FAO, de constater que notre collaboration avec Djibouti ne cesse de croître, que nos appuis techniques se renforcent et que de nouveaux projets viennent s'ajouter à nos actions antérieures. Nous savons que Djibouti fait face à la dure réalité du changement climatique. Des sécheresses prolongées, des inondations parfois intenses, une dégradation des terres, une baisse de la fertilité des sols, autant de défis qui pèsent fortement sur la sécurité alimentaire, la biodiversité et les moyens de subsistance des communautés rurales. Alors, près de 90% du territoire de Djibouti se situe dans des zones arides ou semi-arides. Nos écosystèmes y subissent des pressions graves, tant du fait du climat que de l'utilisation non durable des terres. Cet atelier national constitue donc une occasion opportune et précieuse. Il vise à aligner les efforts nationaux autour de la coalition nationale de la Grande Muraille Verte, à renforcer les partenariats entre acteurs publics, privés, communautaires et internationaux, et à définir ensemble des actions concrètes pour lutter contre la dégradation des terres et favoriser l'adaptation des communautés locales à ce contexte climatique très difficile. Et suivons à présent le mot du ministre de l'Environnement. La République de Djibouti, comme de nombreux pays de la région, fait face à des défis environnementaux majeurs. Dégradation accélérée des terres, raréfaction des ressources en eau, désertification, insécurité alimentaire et vulnérabilité accrue au changement climatique. Près de 90% du territoire national est classé en zone aride et semi-aride. Ces réalités exigent une réponse forte, coordonnée et durable. Depuis 2011, notre pays s'est inscrit dans la dynamique panafricaine de la Grande Muraille Verte, initiée par l'Union africaine en adoptant une stratégie nationale ambitieuse et un plan visant la restauration des écosystèmes et le renforcement de la résilience des communautés rurales. Cette stratégie et plan d'action ont été révisés au cours de cette année, démontrant ainsi la volonté de Djibouti à intégrer pleinement les priorités de l'initiative de la Grande Muraille Verte dans les politiques publiques et des engagements environnementaux internationaux de Djibouti. Aujourd'hui, cette vision se concrétise à travers le projet Siragwa, financé par le Fonds vert pour le climat et mis en œuvre par la FAO et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, sous la coordination de mon département. Mesdames et messieurs, chers participants, je souhaite souligner avec fierté que le projet Siragwa est le tout premier projet de l'initiative de la Grande Muraille Verte mise en œuvre sur le sol djiboutien. Cet événement marque donc une étape historique, ouvrant la voie à une action structurée et concrète en faveur de la restauration de nos terres et de la lutte contre la désertification. Le projet Siragwa constitue bien plus qu'une simple initiative de développement. C'est un projet véritablement transformateur pour la République de Djibouti. Il marque une étape déterminante dans la concrétisation de notre engagement envers la Grande Muraille Verte, ainsi en traduisant nos ambitions en actions concrètes et mesurables
sur le terrain. Et dans la rubrique consacrée à la conférence d'Arta, cette grande conférence de la paix, pour la paix, donc une fois la machine lancée par le président de la République et le peuple a suivi, conjuguant la grammaire de la paix avec celle de son président, ce numéro vous plonge au cœur du souffle fraternel qui unit Djibouti et la Somalie. Derrière les négociations et les discours, il y avait aussi un autre visage de la paix, celui du peuple djiboutien, généreux et accueillant. On se souvient souvent des conférences, des signatures des discours officiels. Mais la conférence, ce ne fut pas seulement une page de diplomatie. Ce fut un élan du peuple, plus précisément un souffle collectif. Derrière les rideaux de la politique, il y eut un autre miracle, celui d'un pays tout entier qui décida spontanément d'accueillir l'histoire avec un grand H. Pendant ces mois de conférence, les habitants de Djibouti, du chef-lieu jusqu'au village des plateaux, vont ouvrir leurs portes, leurs cœurs, leurs cuisines. Les maisons devinrent des auberges. Dans chaque quartier, on parlait de la paix comme une invitée qu'il fallait bien recevoir. Et peu à peu, la petite ville d'Arta se transforma en laboratoire de fraternité. Il n'y avait plus de frontières, plus de distinctions, mais une humanité partagée, simple et désarmante. Djibouti n'accueille pas seulement la Somalie, elle lui redonnait un visage. Ce mouvement ne fut pas porté par l'État seul. Les grandes entreprises djiboutiennes mirent la main à la poche, des commerçants, des transporteurs, des éleveurs, chacun à la mesure de ses moyens apporta sa pierre à cet édifice moral. Certains offrirent des denrées, d'autres du bétail, du matériel, en vue des gestes simples, un cheptel, mais chaque geste disait la même chose. Cette paix est aussi la nôtre. Arta devint une maison commune où chaque foyer se fit ambassade. Et dans cette mobilisation, les femmes djiboutiennes prirent la première ligne. Sous l'impulsion de la première dame, à la tête de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, elles firent de l'hospitalité une œuvre collective. Ce fut le véritable visage d'Arta, un pays dans une situation difficile mais riche en humanité, où l'on donna sans calcul, où l'on partagea sans attendre de retour. Quand les délégués somaliens rentrèrent chez eux, ils emportèrent plus qu'un accord, ils emportèrent le souvenir d'un peuple frère qui, le temps d'une saison, leur avait rappelé ce que veut dire être ensemble. Arta n'était pas une conférence, c'était une fraternité vécue, une paix respirée, une preuve que tout commence par la générosité du peuple. Et dans la mémoire djiboutienne, ce moment reste gravé comme un serment silencieux qu'aucune guerre, jamais, ne doit faire oublier la force d'une main tendue. Et toujours dans la rubrique consacrée à la conférence d'Arta, dans ce nouveau volet, il s'agira d'explorer la dimension artistique du processus du paix d'Arta à travers la musique et la poésie, en particulier le gabay. Au-delà des discours officiels et des échanges, les chants, les mélodies et les poèmes ont porté la conférence, traduisant les espoirs et les douleurs d'un peuple en quête de réconciliation. Les chants d'Arta, composés par des artistes djiboutiens et somaliens, furent plus qu'un simple accompagnement culturel, ils furent le cœur battant du processus, une langue commune là où les mots diplomatiques échouaient. Dans le tumulte des négociations, au milieu des discours, des protocoles, des signatures, il y eut un autre langage, celui que les diplomates n'ont pas inventé, mais que les peuples, eux, savent parler depuis toujours. Arta ne fut pas seulement une conférence politique, ce fut un chant, un murmure né de la douleur et de l'espérance, devenu peu à peu une symphonie fraternelle. Au-delà des tribunes et des drapeaux, les artistes djiboutiens et somaliens donnèrent à la paix
une voix, à la fraternité, un souffle, à l'histoire, un rythme. Dans les veillées, entre deux séances de travail, les poètes récitèrent les gabay, ces poèmes oraux millénaires qui rassemblent les âmes. Les chanteuses entonnaient des mélodies lentes et profondes qui parlaient du pays perdu, des mères sans fils, des maisons sans toit, mais aussi du pardon à venir. Dans une société où la tradition orale est centrale, les chansons et les gabay ne peuvent se traduire pas comme des simples expressions artistiques, c'était des instruments politiques, juridiques et spirituels capables de désamorcer les conflits, rétablir l'honneur, mais surtout recréer du lien social. La paix n'était pas encore signée, mais elle vibrait déjà dans les cordes des instruments, dans les voix des femmes, dans le silence recueilli des hommes. On les appela les chants d'Arta, des chansons écrites dans la langue du cœur, composées par des artistes des deux rives pour rappeler que l'Afrique, avant d'être politique, est d'abord poétique. De ce fait, ces chansons ne furent pas de simples accompagnements culturels, ils furent des acteurs politiques à part entière, capables de mobiliser des émotions collectives, de reconfigurer les récits claniques et de créer une symbolique nationale. Leur fonction rituelle, leur portée morale et leur capacité à transcender des divisions faisaient d'eux des outils irremplaçables de paix dans le contexte somalien. Cela ne fut pas un simple décor culturel. Ils furent le cœur battant du processus de paix. Quand les débats s'enlisaient, la musique venait penser les mots blessés. Quand la méfiance montait, un poème suffisait à ramener le calme. Dans la grande salle d'Arta, où l'on parlait souvent de division, les notes, elles, parlaient d'unité. Les musiciens devenaient médiateurs, les poètes traducteurs de l'indicible. Ils disaient ce que les discours officiels ne pouvaient plus dire. Les besoins d'être compris, le droit d'être entendu. En transcendant le clan, la langue, la mémoire, la musique fit ce que la politique seule ne savait plus faire. Rassembler. Elle devint l'arme douce d'une paix partagée, Djibouti encore, dans les collines d'Arta. Quand le vent souffle sur les pierres du mémorial, on croit entendre ces chants revenir. Ce ne sont pas des échos, ce sont des promesses. Arta fut cela, un dialogue d'hommes, oui, mais surtout un concert d'âmes. Les chansons nous rappellent une vérité simple et universelle, qu'avant d'être un traité, la paix est une émotion. La CNDH forme les auditeurs de justice sur la promotion et le respect des droits humains dans le système judiciaire. Dans le cadre du projet d'amélioration du mandat et des pratiques de la CNDH financé par l'Union européenne, la Commission nationale des droits de l'homme a fait une formation aux auditeurs de justice de l'École nationale des études judiciaires dimanche. Cette initiative vise à renforcer la capacité des futurs magistrats afin de promouvoir les droits humains et garantir le respect des droits des personnes tout au long des procédures judiciaires et à mieux comprendre la compétence quasi-judiciaire de la CNDH. La Commission nationale des droits de l'homme a ainsi mis en place un programme adapté couvrant les principes universels des droits humains et leur intégration dans la pratique judiciaire. Les participants ont pu approfondir leurs connaissances sur le cadre juridique national et international ainsi que sur les mécanismes de protection existants avec un accent particulier sur l'importance de la justice comme vecteur de promotion des droits humains. Que nous avons eu pendant 18 mois à l'ENEJ. Nous avons eu à faire un atelier de formation avec la CNDH sur les droits humains, sur le respect des droits humains, sur les compétences de la CNDH et sur les modalités d'application et de respect par les magistrats, évidemment, des droits humains. Nous avons également vu avec eux toutes les normes juridiques, aussi bien nationales et internationales. Nous avons également vu des exemples concrets des articles. Ils nous ont beaucoup parlé de leur travail ici à Djibouti et des coopérations qu'ils font également avec les autres conseils et commissions des autres pays, des prérogatives et ils nous ont beaucoup parlé également du travail qu'ils font au quotidien ici à Djibouti. Et ça a été très intéressant. Et nous sommes ravis d'avoir participé à cet atelier aujourd'hui.
Écoutons à présent un extrait de l'intervention du directeur des programmes. Dans le cadre de notre programme d'amélioration du mandat et des pratiques financé par l'Union européenne, nous avons aujourd'hui pu former les futurs magistrats de la République du Djibouti. Et dans la continuité de nos séries de formations sur l'ensemble des opérateurs de la chaîne judiciaire après les OPJ, nous avons voulu aujourd'hui nous enquérir et travailler davantage avec les futurs magistrats pour leur présenter l'intérêt des droits humains dans le cadre du procès, du respect de l'équité, de l'indépendance, de la nécessité d'avoir des jugements dans des délais raisonnables. Nous avons aussi évoqué de la future collaboration que la CNDH et les magistrats vont établir à travers notre rôle et notre capacité à avoir des traités des plaintes. Et à travers cette formation, nous avons vu un engouement certain de différents partenaires et des différents participants qui ont eu un intérêt tout particulier à comprendre le rôle de la CNDH et comment cette collaboration dans le futur va se mettre en place. Et nous espérons, in fine, renforcer davantage les droits humains dans la République du Djibouti et à ce que les futurs magistrats aient les droits de l'homme chevillés au corps. Et dans l'actualité également, l'Assemblée générale élective de la Fédération des éclaireurs djiboutiens s'est tenue hier au Centre de formation de l'éducation nationale. Cette importante rencontre a été supervisée par une commission électorale présidée par le vice-président de l'APEPS, Mohamed Ahmed Farah, et composée de 3 membres du comité directeur de l'association. Cette grande assemblée a réuni une centaine d'éclaireurs gradés représentant des sections éclaireurs installées à la rentrée scolaire dans les lycées, collèges et écoles de la capitale. Pour rappel, le mouvement des éclaireurs a été initié et lancé en mai dernier par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, après une première immersion des éclaireurs gradés dans différents camps militaires en mai 2025, suivi de leur magnifique défilé du 26 juin. Dans les artères de la capitale, le ministre a confié à l'APEPS, Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, la mission d'installer des sections éclaireurs dans tous les établissements du pays et de créer la première fédération des éclaireurs djiboutiens qui compte désormais près de 800 membres. Au cours de cette assemblée et après l'adoption des statuts, M. André Fanazara, éducateur et acteur social reconnu pour son engagement et son expérience, a été élu président de la nouvelle instance. Le nouveau bureau exécutif comprend également une parente d'élèves, un chef d'établissement, plusieurs enseignants ainsi que 4 éclaireurs issus des différentes filières. Désignés par leurs camarades présents à l'Assemblée, cette nouvelle fédération aura pour mission d'élaborer un plan d'action national pour les 800 éclaireurs répartis sur l'ensemble du territoire durant l'année scolaire 2025-2026. Vous voyez les éclaireurs qu'on avait mis en place l'année dernière et aujourd'hui officiellement nous avons eu une assemblée générale ordinaire, je veux dire, pour l'élection d'un comité directeur de la Fédération djiboutienne des éclaireurs. En présence d'un huissier, nous avons effectué l'élection du nouveau comité directeur avec à la tête le nouveau président de la fédération que je suis. Et je suis très heureux de vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, la Fédération djiboutienne des éclaireurs existe officiellement. Et j'en suis très fier de représenter ce mouvement que j'espère fera beaucoup de choses dans le pays et montrera l'exemple justement de tous les autres mouvements scouts à Djibouti. Je vous remercie. Et dans le reste de l'actualité, le directeur régional de l'éducation de Dikil a annoncé avec satisfaction le lancement de la 2e formation de l'année scolaire 2025-2026 qui a officiellement débuté samedi 25 octobre à l'école Sultan Hassan Boko de Dikil 2. Cette formation, qui s'étendra sur 3 jours consécutifs, constitue une étape cruciale pour le développement professionnel des enseignants et des directeurs de la région. Elle vise à renforcer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les établissements scolaires. Au programme, les enseignants participent à 2 journées de formation consacrées à l'enseignement de l'expression orale et à la pédagogie inclusive. Des thématiques essentielles qui leur permettront d'acquérir de nouvelles compétences et de mieux accompagner tous les élèves, notamment ceux présentant
des besoins spécifiques. De leur côté, les directeurs d'établissements bénéficieront d'une journée de formation centrée sur le leadership et la préparation des activités pédagogiques afin de répondre efficacement aux exigences fixées par la lettre des obligations de résultat. Ces sessions visent à renforcer leurs compétences en gestion, planification et prise de décision stratégique pour assurer un fonctionnement optimal de leurs écoles. Le directeur régional de l'éducation, Hafid Mohamed Keïd, s'est dit particulièrement satisfait de la forte participation et de l'enthousiasme manifesté par les enseignants et les directeurs. Je vous emmène au nord du pays, à Obok, où la ville a vibré ce matin au rythme du lancement officiel de la Semaine nationale du sport et de la santé pour tous, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle menée en collaboration avec le ministère de la Santé. Cette semaine de sensibilisation et de promotion de l'activité physique et du bien-être s'est déroulée donc du 19 au 23 octobre. La cérémonie d'ouverture s'est tenue devant la préfecture d'Obok, marquée par une marche sportive qui a conduit les participants jusqu'au lycée technique d'Obok. Autorités locales, enseignants, élèves et sportifs se sont mobilisés en grand nombre pour promouvoir les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Des discours inspirants ont ponctué la cérémonie, au cours desquels les responsables locaux et éducatifs ont rappelé le rôle essentiel du sport dans le bien-être des jeunes et dans la promotion d'un mode de vie sain. Ils ont également souligné la responsabilité de l'école en tant qu'espace privilégié pour encourager la pratique régulière d'activités physiques et sportives. À cette occasion, des matériels sportifs, composés notamment de ballons et de trophées, ont été remis aux établissements scolaires du chef-lieu afin de stimuler la pratique du sport et d'encourager les élèves à rester actifs. L'éducation pour tous, je remercie les deux ministères qui se sont unis pour réaliser de telles activités, de nous préparer vraiment une semaine riche en activités. C'est avec une immense joie et une profonde satisfaction que nous nous trouvions aujourd'hui pour clôturer cette semaine nationale de santé et sport. Une semaine riche en activités, en découvertes et en engagement collectif. Durant ces derniers jours, nous avons partagé des moments forts, des séances sportives, des conférences, des dépistages, des sensibilisations et surtout des échanges humains qui ont renforcé notre conviction que santé et le sport vont de pair. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle initiative, les autorités politiques, les professionnels de la santé, les enseignants, les entraîneurs et les bénévoles et tous les participants, jeunes et moins jeunes, qui ont fait vivre cette semaine avec enthousiasme et énergie. Et le préfet de la ville d'Obok et le président du conseil régional sont également exprimés lors de cette journée. Nos partenaires du ministère de la Santé, nous avons également eu des conférences animées par des professionnels de la santé sur les thématiques liées au lien entre le sport et la santé. De plus, les spécialistes de la santé ont réalisé des examens médicaux pour détecter des problèmes de vision et d'audition chez les élèves du collège et des lycées. Et je suis vraiment ravi de constater que tous les programmes que nous avions définis a très bien fonctionné et que notre objectif est atteint à 100%. Je tiens à remercier donc chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, les corps enseignants, le personnel de la santé, les bénévoles et bien sûr les élèves, l'armée de Obok, la police, la gendarmerie, etc. Je voudrais d'abord remercier les initiateurs de cet important programme qui est l'APEPS qui est à l'origine de cette initiative. Je remercie également par ricochet les deux ministères qui ont vraiment mis la main dans ces programmes, à savoir le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Moi, j'ai été très touché par le slogan qu'on voit ici, un sportif de plus, un malade de moins. Vraiment, ça c'est un slogan qui résume parfaitement les objectifs que nous voulons atteindre, c'est-à-dire conscientiser la communauté, la population sur le bienfait du sport. Pour ceux qui ont l'âge, donc jouer au football, donc jouer au volleyball, jouer au handball, faire du sport, et pour ceux qui ont l'âge un peu avancé, donc faire de la marche, la natation, c'est le meilleur sport qu'on puisse. Toute initiative qui encourage la communauté, nous sommes prêts
à les supporter. Cette initiative a rassemblé toutes les couches de la population parce que la santé est l'affaire de tous. Et c'est dans cet esprit que nous devons continuer à avancer et à surmonter toutes les difficultés que nous rencontrons dans nos vies quotidiennes. Nous savons tous que la santé est intrinsèquement liée au sport. D'ailleurs, l'adage « un esprit sain dans un corps sain » nous rappelle l'importance d'une vie active pour notre bien physique et mental. Donc c'est pourquoi je demanderai à ce que cette initiative se perpétue et ne s'arrête pas là aujourd'hui. Dans l'actualité également, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sebiye, en collaboration avec les éléments de la police du détachement d'Ali Sebiye et les militaires de Bias, a intercepté une importante cargaison de marchandises de contrebande à proximité de la zone montagneuse située à la périphérie de la ville d'Ali Sebiye. La marchandise saisie lors de cette opération a été estimée à 12 000 kg de kats que les contrebandiers tentaient d'acheminer vers la capitale. Et conformément à la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sebiye, Mohamed Moumin Hassan. Pour rappel, chaque semaine, d'importantes quantités de kats illégalement introduites sur le territoire national sont interceptées et illégalement introduites sur le territoire national sont interceptées et incinérées par les forces de sécurité et les corps en uniforme de la ville d'Ali Sebiye. Sport à présent, la Fédération djiboutienne des sports de pétanque a organisé hier sur l'esplanade de Charmozet une cérémonie officielle de remise des récompenses pour les équipes ayant participé au mini-championnat de pétanque 2025. Au total, quelques 24 équipes de doublettes et 16 équipes de triplettes se sont affrontées tout au long de la compétition, faisant preuve d'un niveau technique élevé, d'un fair-play exemplaire et témoignant de l'engouement croissant pour la pétanque dans notre pays. Dans l'actualité régionale, à Zanzibar, la culture des aigles s'impose comme un véritable levier d'autonomisation économique pour les femmes, devenant le troisième pilier économique de l'archipel après le tourisme et les épices. Près de 25 000 cultivateurs, majoritairement des femmes, vivent aujourd'hui de cette activité exportée à l'international et soutenue par des initiatives locales et ONG visant à améliorer leurs conditions de travail. Malgré les défis liés au réchauffement des eaux, cette filière symbolise désormais pour Zanzibar une voie durable vers l'autonomie et le développement local. Je vous l'annonçais en titre, plus de 40 Palestiniens ont été inhumés à Khan Younes dans le sud de Gaza après la restitution de leur corps par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu avec le mouvement Hamas. La plupart des victimes seraient des civils tués lors des bombardements israéliens de ces derniers mois, tandis que la situation humanitaire dans la bande de Gaza demeure critique, avec de graves pénuries d'eau, de carburant et de nourriture. Malgré la trêve entrée en vigueur à la mi-octobre, de nouvelles frappes israéliennes limitées ont été signalées près de Khan Younes, faisant craindre une reprise des hostilités. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.